tout pratiquant de musculation s'est déjà demandé une fois dans sa vie quels seraient les compléments alimentaires qui pourraient être réellement utiles dans l'atteinte de ses objectifs sportifs. Et dans cette vidéo, je vais parler des compléments alimentaires les plus populaires en musculation. Je ne vais pas parler de tous les compléments alimentaires qui existent en musculation, parce que sinon je vais en avoir pour des jours, rien que pour faire cette vidéo. Mais je vais parler des compléments les plus populaires, les plus vendus, et départager bien sûr quels sont les compléments qui ont réellement un background scientifique derrière, quels sont les compléments qui sont réellement utiles, qui ont réellement un effet sur la performance et la perte de poids, etc. Et quels sont les compléments au contraire qui sont peut-être moins utiles, qui peuvent être utiles selon le contexte. Donc on va voir tout ça tout de suite, donc sans plus attendre. Inutile de faire une intro trop longue. On va directement passer sur le premier complément alimentaire que je vais revoir aujourd'hui, qui est la carnitine. Alors, la L-carnitine, c'est un assemblement de deux acides aminés, dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est deux acides aminés en fait qui sont assemblés. Et la carnitine, elle a principalement un effet sur la libération des graisses, et selon les études, elle peut avoir un effet sur la récupération musculaire, et en théorie, il y aurait même un effet sur les récepteurs androgéniques. Donc, en clair, la carnitine augmenterait, selon certaines études, la densité des récepteurs androgéniques dans les muscles. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que les hormones androgènes sont directement impliquées dans la synthèse protéique musculaire. Donc si on a plus de récepteurs, on va utiliser plus d'hormones androgènes dans ces muscles, et donc on va faire plus de muscles. Mais ça, c'est un effet théorique. On va dire que les études sont pas complètement toutes d'accord là-dessus. Mais voilà, donc c'est un effet intéressant. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé de la carnitine et j'ai trouvé que c'était assez efficace. J'avais l'impression, en tout cas, peut-être que c'était du placebo, mais j'avais l'impression que ça me permettait d'avoir plus d'énergie durant mes entraînements, puis peut-être que ça me permettait aussi de pouvoir supporter plus de volume d'entraînement. Donc être capable de faire peut-être plus de séances dans la semaine, m'entraîner peut-être un peu plus longtemps, faire plus de séries, etc. Donc ça, c'est si mes niveaux de récupération le permettent grâce à la carnitine, c'est pertinent. Donc je dirais que la carnitine, vu qu'elle a quand même pas mal d'études derrière elle, je la mettrai en A. Et il faut quand même savoir que la carnitine, on peut la trouver sous plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il y a la carnitine L-tartrate. Donc ça, ce serait la carnitine qui serait la plus efficace dans un objectif de musculation, de recomposition corporelle. Et on a la carnitine sous forme de N-acétyl L-carnitine. Et ça, c'est une forme de carnitine qui passe en fait la barrière du cerveau. Donc, qui est capable en fait de sortir, de passer la barrière vaisseau sanguin cerveau. Donc elle a un effet également sur le cerveau, sur les capacités cognitives, sur la concentration, le focus, etc. Donc suivant les objectifs qu'on a, il vaut mieux se tourner vers l'une ou l'autre de ces formes. Mais dans un objectif de musculation, ça va plutôt être la L-carnitine L-tartrate. Voilà, pour l'anecdote. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Turkestérone. Alors, le turkestérone, pour ceux qui auraient jamais entendu parler de ça, c'est apparemment c'est ce qu'on appelle un ecdystéroïde. Donc, alors, je suis pas extrêmement familier avec ça, mais tout ce que je sais, c'est que apparemment ça agit sur des récepteurs, c'est assez intéressant, récepteurs œstrogéniques, mais c'est un type de récepteur œstrogénique qui est anabolique au niveau des muscles. Mais ça n'a pas d'effet sur l'axe gonadotrope, c'est-à-dire que le turkestérone, contrairement aux autres composés anaboliques, tels que la testostérone ou les dérivés de la testostérone, quand on prend du turkestérone, on va pas avoir une suppression des hormones qui sont déjà présentes, parce qu'en fait, c'est pas une hormone, c'est techniquement une hormone, mais c'est assez ambigu comme composé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne perturbe pas l'axe gonadotrope, ça ne perturbe pas la production d'hormones endogènes. Donc quand on prend du turkestérone, qui va avoir potentiellement un effet anabolique, et ça encore, ça reste à discuter, parce que selon les études, il y a pas mal de contradictions là-dessus.
Mais donc si admettons on prend du turkestérone et qu'on arrête, on va pas avoir de problème, on va pas avoir besoin de faire un cycle de relance comme par exemple avec des stéroïdes classiques quoi. Et là on dirait que je m'y connais bien avec les stéroïdes et puis peut-être que certains vont dire ah mais du coup t'es dopé. Non alors déjà vu mon physique, je pense pas avoir un physique de dopé. Mais surtout, la raison pour laquelle je m'y connais en stéroïdes et en anabolisants, c'est parce que j'ai fait mon travail de maturité là-dessus. Donc voilà, pour l'anecdote. Donc le turkestérone, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est au niveau des études. Déjà, les études qui ont été faites là-dessus, euh, c'est vraiment des petits groupes d'individus, ou bien c'est des études sur des animaux. Donc, et surtout, souvent, il y a beaucoup de comment dire, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, des fois on fait des études sur le turkestérone et on prend pas de groupe placebo, on prend pas de ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Donc ça serait un groupe qui ferait peut-être le même programme de musculation, mais qui ne prendrait pas de turkestérone, face à un autre groupe qui prendrait du turkestérone et qui ferait le même programme de musculation. Et là on observerait s'il y a des différences ou pas entre les deux. Et ça, c'est un gros problème en fait dans les études. Lorsqu'il n'y a pas de groupe placebo, bah, en fait, on ne peut pas savoir si le composé fonctionne ou pas. Mais il y a pas mal d'anecdotes là-dessus, donc je le mettrais en B. Parce que disons que le seul inconvénient sur le turkestérone, mis à part le fait que les études sont pas hyper concluantes là-dessus, c'est le prix. C'est-à-dire que si t'as l'argent à investir là-dedans, vas-y, parce que de toute façon, tu risques pas d'avoir des effets secondaires, tu vas pas avoir de l'acné ou de la perte de cheveux ou des seins qui poussent. T'auras rien de tout ça. Juste, bah, il y a des chances que ça marche pas. Donc voilà. Maintenant, les acides aminés et les EAA, acides aminés essentiels. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos de comment fonctionnent les acides aminés, les protéines, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais alors pourquoi est-ce que au lieu de prendre des protéines, pourquoi je ne prendrais pas des acides aminés qui seraient en fait déjà coupés et puis qui seraient absorbés plus rapidement? Alors, ça peut être intéressant. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu avec les acides aminés essentiels, c'est que souvent, on prend une portion de 10 grammes d'acides aminés et ça revient plus cher que prendre par exemple une protéine en poudre. Donc, et surtout en fait la teneur en acides aminés essentiels est la même suivant si on prend des EAA ou si on prend juste un shaker de prot ou même si on mange un blanc de poulet, la teneur en acides aminés essentiels sera plus ou moins la même et il n'y aura pas des bienfaits particuliers avec le fait d'en prendre sous forme d'acides aminés essentiels déjà coupés comme si c'était déjà digéré. Et je dirais même que ça me paraît, ça me paraît très peu naturel le fait de prendre des acides aminés. J'en ai déjà pris et personnellement, j'ai pas vraiment vu de différence. Donc franchement, si tu as un apport protéique suffisant, t'as pas besoin de prendre des acides aminés ramifiés, enfin acides aminés essentiels. Les acides aminés ramifiés, on va voir ça tout à l'heure. Mais donc voilà, je trouve que c'est très peu pertinent et c'est cher pour ce que c'est. Je trouve pas que c'est un bon investissement. Mais si tu as un apport protéique qui n'est pas suffisant et que pour X raison, tu n'arrives pas à digérer les protéines en poudre, peut-être que ça te cause des soucis au niveau de l'estomac, etc. Peut-être tu peux essayer les EAA, donc je les mettrai en B parce que ça peut toujours avoir une utilité suivant le contexte. C'est pas complètement inutile, mais c'est juste pas ce qu'il y a de plus pertinent. Maintenant, fat burner. Alors les fat burners, je vais pas te mentir, la plupart, 90% des fat burners que tu vas trouver sur le marché, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que, disons que la seule molécule qu'on connaît aujourd'hui qui a vraiment un effet sur ta capacité en fait à accélérer ton métabolisme. Alors, effectivement, il y a la carnitine qui est forte pour ça. Elle est capable de. Enfin, la carnitine facilite la libération des graisses pour qu'elle puisse être utilisée comme source d'énergie. Maintenant, euh, autre molécule que la carnitine, il y a la caféine, qui va augmenter le métabolisme parce qu'elle va augmenter le rythme cardiaque, elle va augmenter la température corporelle, et surtout elle va donner de l'énergie, elle va te pousser en fait à bouger plus, donc tu vas brûler plus de calories. Donc c'est pour ça que souvent dans les fat burners, tu as de la caféine. Après, il y a l'épiganocatéchine galate. Ça me fait rire ce nom. Mais en gros, c'est un composé qu'on trouve dans le thé vert.
Et ça peut aussi avoir un effet, c'est un antioxydant assez puissant. Mais mis à part ça, tu vas rien trouver si tu prends de l'extrait de je sais pas quoi, ça marche pas, ok? Si vraiment tu veux avoir un fat burner puissant, prends de la caféine et va t'entraîner. Voilà, ça ce sera le meilleur fat burner pour toi. Donc je vais mettre les fat burners en... allez, est-ce que je les mets en tout dernier ou pas? Non, je vais les mettre en C. Non, je vais les mettre en D. Je vais les mettre en D parce que je trouve que les fat burners, ça ne sert absolument à rien. Si tu prends de la caféine, en fait, tu auras 80 voire 90% des effets que tu pourrais retrouver avec un fat burner que tu trouverais sur le marché. Même le meilleur des fat burners que tu peux trouver sur le marché, ou bien même, je dirais, le moins pire. En fait, sûrement que le seul truc efficace réellement dans ton fat burner sera la caféine. Voilà, je me répète un petit peu, mais je voulais que le message soit clair. Maintenant, mass gainer. Alors ça également, pourquoi c'est du bullshit? Pourquoi est-ce que c'est du bullshit les mass gainers? Parce que, en général, un mass gainer, donc qu'est-ce que c'est un mass gainer? C'est un shaker qui permet de prendre de la masse. Alors, on va se dire, ok, c'est magique, je prends ce shaker, je prends de la masse. Mais pourquoi est-ce que tu prends de la masse? Parce qu'en fait, dans ton shaker, tu as des huiles végétales qui sont ajoutées, tu as du sucre qui est ajouté, alors sous forme peut-être de maltodextrine, je ne sais pas, mais et puis tu auras de la protéine. Mais en fait, tout ce que tu as là, ce mass gainer, tu crois que c'est un produit miracle, parce que ça va te faire prendre de la masse, mais en fait c'est juste un shaker avec beaucoup de sucre et beaucoup de fat, enfin beaucoup de gras. Donc aucun intérêt d'acheter un mass gainer. Moi ce que je te conseillerais si tu veux pouvoir consommer un mass gainer en poudre, tu prends de la protéine en poudre, tu mets ce qu'on appelle alors je sais pas si, peut-être que tu es français, l'ovomaltine, est-ce qu'il y a de l'ovomaltine en France? Ouais, enfin, je pense que oui, je pense que vous devez avoir de l'ovomaltine en France. Euh, donc tu prends de l'ovomaltine, tu sais, la poudre d'ovomaltine, parce que l'ovomaltine, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est juste de l'extrait de malt, extrait de poudre de malt, et donc l'extrait de malt, en fait, le glucide, le glucide présent dans l'extrait de malt, c'est ce qu'on appelle de la malto... Est-ce que c'est maltodextrine ou maltose? Je ne sais plus, mais en gros, c'est deux molécules de glucose qui sont collées l'une à l'autre. Et donc, ça permet d'ingérer un maximum de glucides sans avoir un index glycémique qui soit trop élevé. Parce que si tu prends du sucre, vraiment 100% sucre, c'est des molécules de glucose qui sont déjà détachées. Donc, tu les absorbes, elles arrivent dans ton sang. Tandis que là, si tu prends de l'ovomaltine, bah dedans, tu as des molécules de glucose qui sont collées à chaque fois par deux. Donc ça fait que pour pouvoir absorber ces molécules de glucose, il faut d'abord que ton système digestif les coupe en deux. Et ça ralentit légèrement l'absorption des glucides. Et ça permet quand même d'avoir une source de glucides relativement rapide avant ou après le sport. Donc c'est intéressant. Ou alors, si tu as envie d'avoir un mass gainer avec un mass gainer qui aurait un index glycémique encore plus bas, tu peux toujours prendre ce qu'on appelle de la crème de riz. Donc en gros, pour faire simple, c'est de la farine de riz. Si t'as pas envie d'acheter de la crème de riz, tu sais, le rice pudding, tu peux prendre aussi de la farine de riz, ça sera à peu près pareil, juste moins bon. Après, tu peux rajouter des arômes, tu peux rajouter du cacao, je ne sais quoi. Et là, bah, tu prends ta crème de riz, qui aura du coup un index glycémique beaucoup plus bas, parce que c'est de l'amidon, donc c'est plusieurs molécules de glucose collées ensemble, donc il y aura un peu plus de boulot pour pouvoir absorber ces glucides, ce glucose. Et donc là, tu as un mass gainer, un index glycémique plus bas, et sûrement avec beaucoup moins d'additifs. Donc tu mélanges, tu mets ta whey, tu mets euh, suffisamment de poudre de source de glucides de ton choix pour que tu aies au moins 40-50 grammes de glucides. Et après, si tu veux, tu peux rajouter également du lait de coco pour les lipides. Ça te permet d'augmenter tes calories. Et là, tu rajoutes encore de l'eau, bien du lait, et de quoi rendre ça un peu plus goûtu. Peut-être mettre des fruits rouges, tu mets dans le mixeur, etc. Et ça te fait un mass gainer beaucoup plus sain et beaucoup moins cher. Donc, pour faire simple,
je parle beaucoup dans cette vidéo, mais pour faire simple, les mass gainers, c'est de la merde. Achète pas ça, ça sert à rien. Alors, maintenant on a quoi? On a les boosters de testo. Les boosters de testo, ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a certaines molécules qui ont effectivement un effet sur l'augmentation de la testostérone. Il y a quand même une nuance à apporter à ça, c'est que si tu as, en fait, ça dépend de ta testostérone initiale. C'est-à-dire que si de base, toi, tu as des niveaux de testostérone qui sont de 260 nanogrammes par décilitre, qui est vraiment le plus bas de la fourchette moyenne. Peut-être que si tu prends du Tonkat Ali, ou bien l'autre que j'avais que j'avais interprété comme étant efficace, c'était l'ashwagandha, voilà. Mais si tu prends ça et que t'as des niveaux qui sont à 260 et que ça t'augmente de 200, bah là tu doubles presque tes niveaux de testostérone. Donc peut-être que là tu auras un effet. Mais si tu es déjà à 600 et que tu montes à 800, je suis pas convaincu que ça aura vraiment un effet sur ton ressenti et sur ton anabolisme musculaire. Donc, pour faire simple, les boosters de testo sont utiles dans certains contextes, donc je les mettrai en B, parce que je pense que ça peut quand même avoir une utilité suivant la situation. Maintenant, les acides linoléiques conjugués. Donc ça, c'est censé, d'après ce que j'ai compris, augmenter le métabolisme, mais en réalité, il y a vraiment rien de concluant au niveau des études là-dessus. Donc ça, je pense vraiment que c'est un coup de marketing, les CLA. C'est vraiment un coup de marketing, ça sert vraiment pas à grand-chose. Et si tu veux investir ton argent dans des compléments alimentaires, c'est pas là-dedans qu'il faut que tu l'investisses. Donc ça, je vais vraiment le mettre en D. Glutamine, pareil, la glutamine, donc la glutamine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un acide aminé euh, qui est contenu en très grande partie dans les muscles. C'est d'ailleurs, je crois, l'acide aminé qui est le plus présent dans les tissus musculaires. Et d'après, en tout cas, les études sérieuses qui ont été faites là-dessus, il n'y a aucun effet positif avec la supplémentation de glutamine. Donc c'est pas parce que tu as plus de glutamine que tu vas faire plus de muscles juste parce que tes muscles contiennent de la glutamine. Ça serait comme si tu disais ouais bah je vais manger du cerveau pour devenir plus intelligent. Ça n'a absolument aucun sens. Donc je vais le mettre en D. Maintenant, les électrolytes. Ça c'est un complément qui est selon moi sous-coté en musculation parce que souvent c'est un complément qu'on va plutôt proposer aux personnes qui pratiquent des activités de type cardiovasculaire, donc de la course, des sports d'endurance, etc. Mais les électrolytes sont extrêmement importants parce que l'hydratation, c'est pas seulement boire de l'eau, l'hydratation, c'est boire de l'eau avec des minéraux pour que l'eau puisse être fixée, en fait, pour que le corps puisse l'utiliser. Si on buvait de l'eau et qu'on n'avait aucun apport en sodium, potassium, magnésium, etc., en fait, on n'absorberait pas l'eau. Et ça servira à rien de boire de l'eau. Donc, en particulier, en été, bon, même si là, c'est la fin de l'été, donc le moment est mal choisi pour parler de ça, mais l'hydratation, et en particulier l'utilisation d'électrolytes quand on pratique une activité physique régulière et intense où on transpire beaucoup. Si tu transpires pas à la salle, c'est que tu t'entraînes pas correctement. Euh, les électrolytes sont utiles, donc je les mettrai en A parce que c'est pas non plus le truc indispensable, mais ça reste un complément qui est très utile et qui permet vraiment d'avoir des résultats en termes de performance. Et surtout, je rajouterais que pour les personnes qui sont sujettes à crampes durant les efforts, les électrolytes, ça aide énormément. Moi, personnellement, c'était mon cas. Avant de commencer à prendre des électrolytes régulièrement, j'avais énormément de crampes durant mes entraînements. À chaque fois, ça m'arrivait assez souvent d'avoir des crampes, surtout quand il faisait chaud. Logique, tu perds de l'eau, parce que quand tu transpires, tu perds des minéraux avec l'eau qui sort de tes pores. Et depuis que j'ai commencé à prendre des électrolytes, je touche du bois, j'ai plus jamais eu de crampes de ma vie, donc c'est pour dire à quel point c'est efficace. Par contre, si tu as des crampes pendant le sommeil, prends du magnésium, parce que c'est pas le même type de crampes, voilà. Maintenant, oméga 3. Alors, il fut un temps où j'aurais dit que les oméga 3 sont pas forcément utiles et que c'est un coup de marketing,
Mais en réalité, avec la situation actuelle, donc le poisson, en fait les sources d'oméga 3 naturelles qu'on peut trouver, donc le poisson, etc., c'est déjà c'est compliqué d'avoir suffisamment d'oméga 3 avec du poisson sans avoir les aspects négatifs du poisson, donc les microplastiques, etc. Et surtout, d'un point de vue budgétaire et de praticité, prendre des oméga 3, ça sera beaucoup plus efficace que manger du poisson en quantité suffisante pour avoir suffisamment d'oméga 3. Et je rajouterais que les oméga 3, apparemment, être déficient en oméga 3, c'est pire que fumer pour la santé cardiovasculaire et pour les risques de cancer. Donc, depuis que j'ai appris ça, j'ai acheté des oméga 3. Alors, je suis peut-être un pigeon, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que les oméga 3, s'il y a bien un complément alimentaire qui est utile, même pour les personnes qui ne font pas de sport, j'irais plus sur un complément d'oméga 3 plutôt qu'un complément de un multivitaminé. D'ailleurs, je n'ai même pas mis multivitaminé parce que, en fait, un multivitaminé, par définition, ça n'a aucun sens parce que dans des aliments naturels, en fait, on va jamais avoir tous les acides aminés, toutes les vitamines et minéraux au même temps. Et c'est pour une bonne raison. C'est parce que, en fait, si on prend tous les nutriments en même temps, il y en a certains qui annulent l'absorption des autres. Donc c'est pour ça qu'un multivitaminé, ça ne sert à rien. Mais par contre, pour les personnes, n'importe quelle personne qui voudrait prendre un complément alimentaire, seulement un, pour améliorer sa santé cardiovasculaire, sa capacité cognitive, sa santé articulaire, ses niveaux d'inflammation, etc. Les acides gras oméga 3 sont vraiment le complément alimentaire le plus pertinent selon moi, donc je le mettrai en S juste pour sa polyvalence en termes d'efficacité. La citrulline qui est un acide, qui est en fait un dérivé de l'acide aminé arginine. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on prend de la citrulline, on va l'absorber dans le système digestif, il va se convertir en arginine dans le système circulatoire, et l'arginine, c'est un acide aminé qui est responsable de la vasodilatation et de la production d'oxyde nitrique, qui est en fait une molécule qui permet de dilater les vaisseaux sanguins. Et ça, ce que ça fait, c'est que si on a des vaisseaux sanguins plus dilatés, déjà c'est stylé parce qu'on a des veines à la Wolverine. Mais en plus de ça, pour la performance, c'est utile parce que meilleure vascularisation veut dire meilleure oxygénation des muscles et meilleure évacuation des déchets métaboliques. Donc la citrulline, moi personnellement, c'est un complément alimentaire que j'utilise et que j'adore. Je prendrais pas, alors là, dans l'image, j'ai de la citrulline malate. Je prendrais pas forcément de la citrulline malate. Donc citrulline malate, c'est citrulline plus acide malique, qui aurait potentiellement également des effets sur la performance, sur l'évacuation en fait de l'acide lactique, si je me trompe pas. Mais déjà, rien que la citrulline, si tu arrives à trouver un complément alimentaire qui contient 100% citrulline, c'est parfait en fait. Donc je le mettrai en A. Maintenant, les BCAA, alors pareil que les EAA, je dirais même que c'est pire. Parce que les BCAA, en fait, déjà, c'est cher pour ce que c'est, encore plus que les EAA, parce que, en fait, il n'y a aucun intérêt de prendre ces acides aminés ramifiés, c'est pas ça qui va faire qu'on va magiquement prendre plus de muscles, même si, oui, effectivement, la leucine, en particulier, est impliquée dans le processus de l'activation de mTOR, qui fait qu'on active la synthèse protéique musculaire, et tout ce bric-à-brac. Mais en pratique, si tu consommes suffisamment de protéines dans ton alimentation, il n'y a aucun intérêt d'utiliser des BCAA. Ça, encore une fois, c'est un coup de marketing. Et tu vois, encore les EAA, je me dis, si tu as un apport insuffisant en protéines, tu prends des acides aminés essentiels, tu les as tous, y compris les BCAA, en général, dans les EAA, tu as exactement la même teneur de BCAA que dans les BCAA, par portion, on va dire. Juste, t'as tous les autres acides aminés essentiels avec, donc ça a une utilité. Les BCAA, pour moi, c'est inutile, donc je vais les mettre en D, parce que, encore une fois, à mon humble avis, c'est un coup de marketing. Maintenant, la whey. Alors, prendre une protéine en poudre, c'est utile si ton apport protéique est insuffisant, exactement comme les EAA. Donc, je le mettrai dans la même catégorie, même si, en fait,
peut-être que je vais le mettre en dessus, pour la simple et bonne raison que, en général, tu as la même teneur d'acides aminés essentiels, juste pour moins cher. Donc, pars plutôt sur des protéines en poudre. Et surtout si tu prends des protéines en poudre, va pas acheter des acides aminés essentiels. Prends juste plus de protéines en poudre si t'as pas assez, ou alors peut-être revois ton alimentation, parce qu'il manque peut-être des choses. Voilà, tu pourrais peut-être augmenter ton apport protéique par l'alimentation avant de commencer à prendre 3 shakers par jour. Créatine. Alors, la créatine, c'est l'un des seuls compléments alimentaires en musculation qui a réellement une efficacité. C'est donc une efficacité sur la performance. La créatine ne sert pas à construire du muscle directement, c'est-à-dire que elle n'augmente pas la synthèse protéique musculaire ou je ne sais quoi. La créatine permet de libérer de l'énergie plus efficacement et de créer en fait de l'ATP plus efficacement dans les efforts à très haute intensité et de courte durée. Donc via comment dire, la filière énergétique créatine phosphate, pour ceux qui seraient des nerds comme moi de la musculation. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que la créatine, ça permet, lorsqu'on fournit un effort rapide, donc court et intense, on va utiliser en fait le système de créatine phosphate pour créer de l'ATP, créatine phosphate, ATP, adénosine triphosphate. Donc on sépare une créatine de son phosphate, on ramène le phosphate à l'ADP qui crée de l'ATP. Et donc après, quand on utilise l'ATP, il y a un phosphate qui va se détacher, et ça va libérer de l'énergie, mais après il faut remettre le phosphate. Qu'est-ce qui permet de remettre le phosphate? La créatine, dans ce genre d'effort intense. Parce que c'est une filière qui est extrêmement rapide. Donc la créatine, c'est utile, ça permet ça permet peut-être de s'entraîner plus intensément, de faire plus de séries, de mettre plus de charges, plus lourd, etc., d'activer plus de fibres musculaires peut-être, donc c'est utile, et je le mettrai en A, parce que je pense que c'est un complément qui est extrêmement pertinent, et pour les personnes qui auraient peur, parce que je sais que certains me regardent, et certains m'ont trouvé via mes vidéos sur la chute de cheveux, la créatine ne fait pas perdre les cheveux, ok? C'est une idée reçue qui est morte déjà depuis des je ne sais combien de temps, mais voilà, ça n'a jamais causé de chute de cheveux. Si tu perds tes cheveux au moment où tu commences la créatine, bah c'est juste une coïncidence en fait. Ou alors peut-être que tu t'entraînes tellement dur grâce à la créatine que en fait c'est un stress trop important pour ton corps et du coup tu perds tes cheveux, un peu comme Saitama, mais ça m'étonnerait. Bêta-alanine. Alors la bêta-alanine, dans un contexte, parce que là on est dans un contexte de musculation toujours, ça peut être utile, mais la bêta-alanine en général, ça va plus être utile dans un effort, on va dire, de 2 à 4 minutes. En fait, la bêta-alanine, ce que ça fait, c'est que ça augmente ce qu'on appelle, ça augmente les réserves de carnosine. C'est un acide aminé qui permet de neutraliser en fait les hydrogènes H+, dans les muscles durant l'effort. Et en fait, les hydrogènes H+, c'est ce qui acidifie le muscle, et c'est ce qui cause cette brûlure musculaire durant l'effort. Donc par exemple, quand tu fais, je sais pas, tu cours, tu fais des intervalles longs, au bout d'un moment, tu as les jambes qui crament. C'est parce que tu es en train d'accumuler de l'acide lactique, tu es en train d'accumuler de l'acidité dans tes muscles, et la carnosine, c'est ce qui permet de venir neutraliser cette acidité, venir prendre les hydrogènes H+, et les éliminer. Donc ça c'est utile dans ce genre d'effort, et encore une fois, si tu fais des efforts entre 2 et 4 minutes, bah en prenant la bêta-alanine, peut-être qu'au lieu d'être capable de faire on va dire, au lieu d'être capable de faire en 2 minutes 1 km, là tu seras capable de faire en 2 minutes 1,2 km, tu vois. Ou bien tu seras capable de maintenir la même vitesse, mais au lieu de pouvoir la maintenir que 2 minutes, tu pourras la maintenir 2 minutes 30 ou 3 minutes, voilà. Donc moi personnellement, j'aime faire des intervalles longs en course, et j'ai remarqué que la bêta-alanine, c'était extrêmement utile pour ça. Maintenant, pour la musculation, parce que je sais qu'elle est, on la vend parfois comme étant
un complément alimentaire utile pour la musculation. Alors, selon en fait la logique du produit, je pense que c'est moins pertinent pour la musculation, mais ça peut toujours être utile, surtout si tu fais des exercices du type circuit training, où tu prends pas de pause. Bah là, peut-être que ça permet d'évacuer plus rapidement en fait les déchets métaboliques. Donc ça peut avoir une utilité, mais je pense que c'est moins pertinent que la créatine dans un contexte de musculation. Donc je le mettrai en B, même si c'est un complément que j'adore. Enfin, lorsqu'on l'utilise pour faire ce qu'il est censé permettre de faire, la bêta-alanine est extrêmement efficace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. 30 minutes de moi en train de radoter avec un timbre de voix extrêmement monotone. Donc j'espère que cette vidéo t'aura quand même plu et que tu auras quand même appris certaines choses sur les compléments alimentaires et que tu seras plus à même de faire des choix pertinents en termes de où est-ce que tu investis ton argent lorsqu'il s'agit d'acheter des compléments alimentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, tu es vraiment un vétéran de la chaîne, donc je te félicite pour ça. Et partage un maximum, comme toujours, avec des personnes qui pourraient bénéficier de mon contenu, parce que c'est comme ça que cette chaîne va pouvoir s'agrandir et que je vais pouvoir continuer de te produire du contenu de qualité comme tu l'apprécies. Et bien sûr, si c'est pas fait, abonne-toi. Et si tu souhaites aller plus loin, si tu veux des conseils plus personnalisés en termes de nutrition, en termes d'entraînement, de musculation, je suis coach sportif moi-même, donc si tu veux travailler avec moi directement, tu as un lien en description où tu peux réserver un premier appel qui est offert, où on va discuter de tes objectifs, on va mettre une stratégie en place et regarder par la suite quel serait le meilleur plan pour toi. Voilà. Donc ça c'est dit. Moi j'ai plus rien à dire. Donc à bientôt. Merci d'avoir regardé.